laisser les activités sportives se dérouler sainement dans un contexte qui est hautement politique. Donc, pour parler du premier thème, le scandale part de quoi? Parce qu'il faudrait que les gens comprennent en réalité d'où vient la polémique du voyage des dames. Beaucoup n'ont pas remarqué cela, mais il se passe que dès 10 heures le matin, comme elles sont très peu discrètes et malheureusement c'est l'un des reproches qu'on peut faire à nos dirigeants, cette absence de choix dans les relations qu'ils entretiennent, des dames décident dans un avion qui vraisemblablement était Air France, d'ouvrir des champagnes et de faire un direct pour annoncer leur venue au Cameroun. Ce sont des dames qui sont très connues dans l'espace cybernétique camerounais, notamment pour leurs propos très vulgaires, leur indécence en termes de comportement et également leur situation très délicate sur la scène politique. Mais elles sont également connues sous le patronyme de patriotes sur le champ politique. Donc, ce sont également des dames qui ont régulièrement indiqué qu'elles soutenaient incontestablement le régime de M. Biya et principalement Paul Biya. Donc, elles sont dans un avion, Air France, elles lancent un direct. Et quand elles lancent ce direct, j'ai la chance par hasard à ce moment, et vraiment c'est la chance de tomber sur quelque chose de ce genre. Je n'y passe pas plus de 2 minutes. Et je vois très bien qu'il y a quelque chose qui arrive. Et je me dis, allez, à ce moment, quand je vois ces dames dans cet avion de Air France, en classe affaires, je me dis à ce moment, bon, ce sont des femmes vulgaires qui vont au rendez-vous sportif qui a lieu au Cameroun, notamment la CAN 2022. Donc, pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt que j'accorde à cet instant sur ce voyage. Mais il se passe que, quelques heures après, je commence à recevoir des informations selon lesquelles ce serait un milliardaire camerounais qui aurait payé le voyage de ces dames vers le Cameroun. Tout naturellement, la précision même est faite qu'il s'agit du PDG Jean-Pierre Amourou Belinga. Et à cet instant, je m'interroge sur ce type de démarche. Et naturellement, j'utilise mon carnet d'adresse pour vérifier l'information. Et mes contacts me rassurent que non, il n'en est rien. L'épisode peut passer. L'épisode peut passer. Sauf que, comme elles ont été très peu discrètes sur ce voyage, à ce moment, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Pour sécuriser le direct, envoyez les cœurs afin qu'ils ne soient pas suspendus, parce qu'il y a forcément beaucoup de gens qui n'apprécient pas ce qui va se dire dans ce direct. Donc, sauf que, dans la mesure où elles n'ont pas été discrètes, au cœur de l'État, notamment à la présidence de la République, des gens désapprouvent la démarche. Et c'est comme ça que je reçois, par hasard, d'un de mes contacts, qui m'envoie tout d'abord les premières images du direct qu'elles ont faites dans l'avion. Et il me dit, mon contact me dit, d'abord, voilà le travail du cabinet civil. Je lui dis, non, il se dit que c'est le PDG Amourou Belinga. Il me dit, non, je savais déjà que c'était le PDG Amourou Belinga, n'est pas mêlé. Et il me dit, non, je te dis que c'est le cabinet civil. Donc nous discutons, nous échangeons sur cette situation pendant approximativement 15 minutes. Je rentre même faire autre chose. C'est comme ça, quand je me reconnecte sur WhatsApp, il m'a envoyé un document. Ce document qui est justement le message fax que vous avez tous vu. Mais je me permets de vous le lire. Parce que quand vous regardez la teneur de ce document, il faut bien lire ce document pour comprendre très bien l'amplitude de la polémique. Mais donc, c'est le ministre directeur du cabinet civil à monsieur le secrétaire d'État, monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République.
c'est important de comprendre pourquoi le directeur du cabinet civil, qui est Samuel Vondo Ayolo, adresse la correspondance au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo. Vous comprendrez cela après. Et il dit, honneur vous demandez stop, bien vouloir faire réquisition de transport aérien. Classe affaire, réquisition. C'est-à-dire que le terme réquisition traduit déjà à cet instant l'importance et la spécificité qui est accordée aux individus qui sont choisis ou qui sont sélectionnés dans la démarche. Parce que les mots ont un sens et des poids. En faveur des personnes ci-après désignées stop, qui effectueront mission spéciale au Cameroun. Mission spéciale, je dis bien mission spéciale. Le terme n'est pas anodin. Mission spéciale, stop. Il s'agit de Madame Zomobem Aline Marie-Christine, Madame Biakmen Biayi Laure Patricia, Madame Bilo Efwa Elisabeth, stop. Date de départ 6 janvier, date de retour 10 février 2022. Itinéraire Paris-Yaoundé, retour. Signé Samuel Vondo Ayolo. Samuel Vondo Ayolo, c'est le directeur du cabinet civil. Il faut le savoir. Quand on dit directeur du cabinet civil, ça suppose être celui qui est en charge des affaires réservées. Sur le principe, c'est celui qui est en charge des affaires réservées. Ça, c'est sur le principe, à la fois du chef de l'État, mais également de la première dame. Ça, c'est sur le principe. Mais, c'est régulièrement le cas dans tous les pays. Il suffit juste de vous intéresser parfois à la manière dont les affaires de l'État sont gérées, que ce soit aux États-Unis ou en France, à titre d'exemple. Vous verrez très bien que en anglais on dit les chief of staff, ils ont un rôle prééminent y compris dans le jeu politique. Ça va en fait dire que Samuel Vondo Ayolo peut intervenir sur des questions d'importance économique, politique et autres. Ça ne pose vraiment pas de problème. Et donc, première chose, si Samuel Vondo Ayolo adresse ce courrier au ministre d'État, secrétaire général de la présidence, qui est Ferdinand Gongo, c'est d'abord parce que l'organisation et la gestion de la CAN incombe à Ferdinand Gongo, notamment à travers la task force. Il faut également savoir que dans la configuration actuelle, que ce soit le ministère des Sports, que ce soit la FECAFOOT, ce ne sont que les adjuvants. Ils suivent les instructions, en réalité. C'est la raison pour laquelle vous avez eu toutes les entraves dans l'accomplissement de certaines tâches, la construction des stades, des routes et autres. On vous disait, tout le monde vous disait, nous attendons les instructions de la présidence de la République, notamment du secrétariat général de la présidence de la République. Parce que c'est de là-bas que tout est piloté. C'est de là-bas que les moyens destinés à la CAN 2022 sont dégagés. Donc, monsieur le directeur du cabinet civil demande dès lors au secrétaire général de la présidence de la République en charge de la gestion des fonds de l'État destinés à la CAN 2022 de débloquer de l'argent de l'État pour ces dames. Le problème de cette affaire, et il faudrait que les gens le sachent, ne réside pas dans le voyage de 2 Pelé 3 tondus au Cameroun pour assister à la CAN 2022. Le problème relève de l'usage des fonds publics pour satisfaire des dames qui ne sont pas reconnues comme ayant un apport social, politique et intellectuel au Cameroun. Ça, c'est la deuxième chose. Et maintenant, il faut donc regarder les personnes qui sont invitées. Aujourd'hui, les proches de Samuel Vondo Ayolo vous disent que c'est la première dame qui aurait demandé au directeur du cabinet civil de prendre ces invitations pour ces dames. C'est ce que les proches de Samuel Vondo Ayolo essaient depuis hier soir, parce que certaines personnes aujourd'hui croient avoir entendu ça. Non, c'est depuis hier soir que moi je suis au courant de ce discours-là, de cet argumentaire
qui est mise en exergue. Donc, ils disent que c'est la première dame, donc Madame Chantal Biya, qui aurait demandé à Monsieur Vondoayolo d'éviter ces dames. D'ailleurs, elles n'étaient même pas 3, elles sont 5 ou 6. Donc, c'est ce qu'ils disent. Mais il y a un problème. Le premier problème, c'est qu'il y a des ordres dans l'administration qu'on n'assume pas. Tu ne peux pas être chef du cabinet du président de la République. C'est-à-dire que tu es en charge de la gestion d'un événement d'une importance capitale pour le président de la République. Ça veut dire que tu dois t'assurer que toutes les décisions qui sont prises, toutes les invitations qui sont envoyées, tous les actes qui sont posés vont protéger le président de la République. C'est pour ça qu'on appelle le chief of staff, celui qui est en charge d'affaires réservées. Il a une vue panoramique sur l'État. Savoir qu'une telle décision d'inviter des personnages aussi controversés dans l'espace public peut porter atteinte à l'image de l'événement et assumer cette décision. Parce que le fait que M. Vondoayolo signe une correspondance officielle avec le sceau de l'État adressé au secrétaire général de la présidence de la République, cela ne relève plus d'une affaire privée. C'est même la preuve d'une très haute légèreté. Donc on ne peut pas penser qu'un chef de cabinet s'est simplement conformé à une telle proposition de la première dame. C'est un argumentaire très léger. Premier niveau. Deuxième niveau. Ces dames se disent patriotes. Et on sait très bien, il est connu que l'argent de la présidence de la République, l'argent du Cameroun, a servi et sert toujours à financer ce groupuscule d'individus. C'est-à-dire, je n'invente rien et c'est connu. C'est d'autant plus connu que ceux qui ont un peu la capacité de suivre les différents bords politiques ou différents groupes au Cameroun savent très bien qu'ils s'en vantent. J'ai révélé par exemple une fois tout un scandale qui reposait sur des individus, notamment à l'époque c'était Marie-Paul Paul et un certain Envol, qui avaient réussi à amener le directeur du cabinet civil, M. Vondoayolo, à leur faire signer un marché de 150 millions de francs CFA pour la fabrication de l'agenda présidentiel. C'est-à-dire que des individus qui vadrouillent en Europe, qui n'ont aucun métier reconnu, qui ne sont jamais intervenus dans les domaines de l'imprimerie, de la communication politique, de la communication organisationnelle, de la communication institutionnelle. Ils n'ont même pas fait des études dans ce domaine, mais ils étaient parvenus à convaincre le directeur du cabinet civil de la présidence de la République de leur faire signer un marché de 150 millions de francs CFA, les amis. Et ils appartenaient au groupe des patriotes. Cet élément est la preuve matérielle selon laquelle M. Vondoayolo a des liens avec cette organisation à laquelle appartiennent ces trois individus. Donc il ne peut pas prétendre ne pas les connaître. Le marché à l'époque avait été bloqué lorsque j'avais révélé le scandale. Et beaucoup de gens au cœur de l'État avaient dit qu'ils ne concevaient pas qu'ils puissent gérer la communication du président, ce qui est tout à fait normal. Mais pourquoi les gens pouvaient se livrer à ce type de pratique? C'est la République du copinage. C'est la République du copitage. Les relations que les uns et les autres ont, ils ne prennent rien au sérieux. Ils ne prennent rien au sérieux. Donc, M. Vondo connaît très bien cette dame. Et en plus, il y a des audios qui sont sortis récemment dans une guéguerre qu'ils ont eue entre eux, où elle, autant pour moi, ne cache pas les liens qu'elles entretiennent personnellement avec le directeur du cabinet civil. Parce que des gens peuvent aujourd'hui être en train de vouloir vous distraire, de vouloir vous manipuler, de vous envoyer vers des pistes qui ne tiennent pas. Lorsqu'on connaît très bien ce qui se passe et la configuration actuelle des groupes politiques, on sait très bien que le directeur du cabinet civil ne peut pas nier être impliqué dans cette affaire. C'est de ça qu'il s'agit.
Et aujourd'hui, ils ont sorti une autre affaire. Ils disent qui a donné l'information à Boris Berthold et ils cherchent cela partout. L'information ne peut pas sortir ailleurs qu'à la présidence de la République. Ça ne peut pas sortir du gouvernement, les amis. Parce que ce n'est pas une correspondance qui part du gouvernement vers la présidence de la République. Parce que à ce moment, le circuit du courrier peut être détourné. Ce courrier part du cabinet civil de la présidence de la République au secrétariat général de la présidence de la République. Ça veut dire que la fuite ne peut venir que de là. La fuite ne peut venir que de ce circuit. La chaîne de l'information, c'est cela. Donc, chercher à trouver des boucs émissaires dans cette affaire, c'est vouloir se cacher la face. Or, on sait très bien qu'aujourd'hui, y compris au sein de la présidence de la République, il y a une guerre de clans, notamment dans la configuration politique qui apparaîtra au lendemain de la CAN. Et qui a intérêt à ce que ce document sorte? C'est forcément de ce côté qu'il faut chercher. Mais derrière cette affaire, au fond, parce que cette affaire, c'est rien. Cela dénote plutôt le type de société dans laquelle nous trouvons. C'est une société où les gens n'ont plus honte. C'est une société où les gens n'ont peur de rien. C'est-à-dire que je me souviens, et un ami me le rappelait encore il y a quelques heures, il me disait que qu'on appelle des directeurs, des responsables administratifs, impliqués dans des scandales d'État, ils vous disent, on n'a rien à vous dire, écrivez ce que vous voulez, on ne va rien nous faire. Je ne sais pas si vous imaginez la situation dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire des gens qui sont impliqués dans des scandales financiers, avec des preuves, des éléments. Vous leur dites, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ici? Parce que vous êtes des responsables. Vous avez en charge la gestion de nos biens. Ils vous disent, on ne vous répond pas. Donc c'est une société de la déresponsabilité. C'est une société du mépris, de l'arrogance. Et ils disent, on peut faire. Et donc, cette affaire, c'est cette matérialisation. On peut faire ce qu'on veut avec l'argent de l'État. On peut prendre des gens qui ne valent rien, on peut les valoriser parce qu'on ne va rien nous faire. C'est nous qui dirigeons, c'est nous qui avons le pouvoir. Or, la conséquence, c'est qu'il y a une crise de modèle. La conséquence, c'est qu'il y a une crise de modèle. Parce que ces dames, quand elles viennent maintenant dans l'espace public, notamment sur les réseaux sociaux, et elles viennent afficher leur pouvoir, elles viennent affirmer leur relationnel. En réalité, beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons qui suivent ces dames ne définissent pas la réussite comme étant fondamentalement la résultante du travail. Ces personnes, ces jeunes qui suivent ces dames vont voir la réussite comme étant une entreprise de facilité. Donc il ne faut jamais vous tromper du fait que nous avions aujourd'hui nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui ne sont plus aptes à prendre certains coups, à s'engager dans certaines batailles, y compris politiques, à mener certaines activités commerciales, et vous diront, nous avons honte, ce n'est pas moi et autre. C'est simplement parce que le modèle de société qui leur est vendu, c'est un modèle de société où elles pensent qu'il suffit de lui vendre son corps, il suffit d'avoir 2 ou 3 connexions au cœur de l'État et réussir. Donc, si une jeune dame se retrouve dans cette situation, a déjà ce type de représentation de la réussite qui est encouragée par la présidence de la République, comment voulez-vous qu'on ait des jeunes filles, des jeunes hommes qui sont aptes pour le travail? Même les garçons vont vous dire cela. Il va vous dire, il suffit que mon oncle soit nommé ou ma tante soit à telle position de pouvoir et je vais réussir dans ma vie. Aussi simple que cela, ils pensent qu'avec un seul coup de fil, sa vie va s'arranger. Raison pour laquelle, quand vous avez ces jeunes garçons recrutés dans des administrations, ils ne peuvent même pas vous signer une lettre. Ils ne peuvent pas vous écrire une lettre administrative. Ils ne savent même pas comment recevoir les administrés.
Non, mais c'est pas de leur faute, c'est parce que il y a toute une culture de la facilité. Il y a toute une culture de la bêtise, toute une culture de l'irresponsabilité euh, 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 qu'ils qui constituent en fait des capitaux culturels qu'ils ont accumulés et qui fait d'eux ce qu'ils ont fait. Donc, cette affaire est très grave. Si on avait invité, on peut contester politiquement ou idéologiquement les postures d'une dame comme Beyala. Mais si on avait invité une Beyala en disant ce sont des valeurs de la littérature camerounaise, ça allait poser très peu de problèmes. Nous avons les Leonora Miano. Il y a des dames, et il faut même voir plus loin, chères dames. Quelle est la valeur qu'on donne à la femme? C'est-à-dire que lorsque vous prenez cette affaire, en tant que femme, et vous vous dites que nous vivons toujours dans des sociétés où la position de la femme est, d'une manière ou d'une autre, en dépit de quelques avancées, toujours inférieure à l'homme, y compris dans les représentations où la femme est restreinte à son corps ou à sa sexualité. Et vous avez donc un événement aussi important que la CAN, et les dames que l'État décide de mettre en avant, dont l'argent du contribuable va permettre de subvenir à leurs besoins. Ce sont des dames qui sont principalement connues pour des activités indélicates sur le plan moral. Même pour les femmes, cette affaire pose problème. Donc c'est pas seulement, c'est-à-dire c'est pas seulement l'achat des billets avec l'argent de l'État, mais c'est qu'on voit très bien que c'est une matérialisation du délabrement moral de la société camerounaise. C'est rien d'autre qu'une matérialisation du délabrement moral de la société camerounaise. C'est pourquoi les luttes dans lesquelles nous sommes engagés sont des luttes qui méritent d'être menées. Il n'y a pas que la dimension du changement politique. Parce que l'erreur que nous commettons, en réalité, c'est de réduire la notion du changement à un changement physique à la tête des institutions. Les systèmes sont plus complexes. Parce que les systèmes, c'est des groupes d'individus. Et les groupes d'individus inculquent à toute la société un ensemble de représentations. À travers l'éducation, à travers la télévision, à travers la famille, à travers l'église. Donc il y a tout un ensemble d'appareils idéologiques sous un système qui contribue à fabriquer l'homme. Et c'est donc, ce sont ces hommes qui sont appelés un jour ou l'autre à assumer des responsabilités. D'où le fait que le changement d'homme à la tête de l'État n'entraîne pas forcément un changement de système. Or, le problème, c'est toujours et d'abord le système. À moins que l'homme qui arrive avec un système. Pour que cet homme-là ait un système, il faudrait que dans la trajectoire de conquête et de quête du changement, les individus qui l'accompagnent aient également entrepris ce travail de renaissance morale. C'est très important, cela. Car M. Biya peut partir, mais nous n'avons aucune certitude que la personne qui le remplacera fera autre chose ou ne fera pas pire. Ce qui m'amène en réalité au deuxième thème. Je comprends très bien qu'il y ait certaines ambiguïtés, certaines incompréhensions dans ce qui est généralement appelé la résistance nationale, qui est incarnée par son leader naturel, Maurice Kamto. J'ai lu, j'ai lu beaucoup de gens, j'ai lu beaucoup de choses qui sont dites depuis quelques jours sur la trajectoire que le président Maurice Kamto tente d'impulser à sa dynamique. Moi,
Je ne suis pas du MRC. Je ne suis non plus le conseiller de Maurice Kamto. Je ne suis qu'un citoyen comme vous qui pense que nous devons mettre fin à 40 ans de règne. À la base, ça coince déjà à mon niveau. C'est-à-dire 40 ans de règne pour un sociodémocrate comme moi, c'est beaucoup. Donc sur le principe déjà, il faut que M. Biya parte. Maintenant, il faut que les choses changent. Que les choses changent. Donc moi, je suis à ce niveau. Et en tant que citoyen, je ne pense pas qu'il faille se taire, qu'il faille mettre un terme à nos velléités de contestation pendant la CAN. Ça, c'est mon point de vue de citoyen. Je l'ai dit l'autre jour. La CAN est un moment politique très fort. C'est principalement, c'est plus un événement politique en réalité que sportif. On ne peut donc pas être dans un pays où on a près de 450 prisonniers anglophones en détention, dans un pays où on a près de 50 prisonniers politiques du principal parti de l'opposition en détention, dans un pays où toutes les manifestations de l'opposition ou des réunions de la société civile sont systématiquement interdites, dans un pays où les journalistes sont mis systématiquement en prison, et se taire. On ne peut pas se taire. Moi, je suis un fond des Lions indoptables, personnellement. Donc, moi, je supporte toujours les Lions. Quelles que soient les circonstances, je supporte toujours les Lions. Et je suis favorable aux victoires des Lions indomptables. Ça ne souffre de rien. Mais je sais dégager mon moment de distraction ou d'engagement pour l'équipe nationale à mes convictions politiques. À mes convictions politiques. Et je sais aussi que quels que soient les contextes, nous ne devons jamais manquer de dire que ça ne va pas. Parce que quand vous êtes dans une maison et que on vous tabasse tous les jours, il faut avoir la capacité de pleurer tous les jours. Parce que si vous pleurez tous les jours, un jour le voisin va apprendre que ça va entendre votre cri et viendra vous sauver. Parce que souvent même le voisin entend, il ne sait même pas quelle est l'amplitude de vos pleurs. Il ne sait pas le genre de torture que vous subissez dans cette maison. Il se dit par exemple, il faut laisser ce papa, cette maman gérer leur enfant. Donc le voisin peut même être au courant que dans cette maison où vous habitez, vous avez des problèmes. Le voisin sait que vous avez des problèmes. Et il se dit, c'est la maison de mon voisin. Vraiment, je ne vais pas aller me mêler de l'éducation de ses enfants. Il faut laisser mon voisin éduquer ses enfants. Et le voisin n'intervient pas. C'est pour ça que vous avez des enfants qui sont torturés pendant des années et jamais ils n'interviennent. Et quand quelque chose se passe après, on leur demande, est-ce que vous étiez au courant? Ils vous disent, nous on voyait, mais on ne savait pas l'étendue. Or, si vous pleurez tous les jours, un jour, un voisin peut vous entendre et dire, il y en a marre, il faudrait qu'on sauve la situation. C'est un peu la situation, le contexte dans lequel nous nous trouvons. Il n'y a pas de moment. Il n'y a pas de moment pour dire que ça ne va pas et que M. Biya doit partir et que le système doit changer. Il n'y a pas de moment. C'est même ça le travail de l'opposition en réalité. C'est ça le travail de l'opposition. Le travail de l'opposition en permanence, c'est de pouvoir contester la gouvernance. Et la contestation de la gouvernance qui a cours dans un pays n'a pas de période. Elle est permanente. Donc, de mon point de vue, nous devons le faire. Et je l'ai dit dans mon dernier direct, il faut féliciter déjà, au passage, les actions qui ont été posées par les militants de la brigade anti-Sardina, mais pour dire de manière générale, de la diaspora résistante. Il faut féliciter ces actions.
Vous avez vu très bien, et c'est des actions citoyennes de contestation qui se passent dans tous les pays. Donc, ce qu'ils ont fait ce week-end, il n'y a rien de grave en réalité. Dans d'autres sociétés, les gens font plus grave. Vous avez vu par exemple pendant les Gilets jaunes, où des gens ont pénétré dans l'Arc du Triomphe. Ils ont pénétré, ils ont mis le feu. Et je me souviens à cette époque, Emmanuel Macron était en Argentine. Et il y a un très beau livre qui est sorti récemment sur sa présidentielle. Et à l'intérieur, ses conseillers racontent qu'ils ont cru qu'il y avait une guerre civile et un coup d'État qui était en cours en France. Donc, quand vous voyez des actions militantes aussi élémentaires, telles que posées par la diaspora résistante, il faut les encourager. Parce que ce sont ces actions, au fond, qui permettent de porter la voix du changement, mais attirent le regard de l'international sur le Cameroun. Parce que nous avons un tel orgueil parfois dans notre société, dans notre pays, que nous pensons que le Cameroun c'est un grand pays, que tout le monde entier regarde le Cameroun. Non les amis, vous vous trompez. Le Cameroun c'est un petit pays d'Afrique centrale qui ne représente presque rien dans la stratégie ou la géopolitique mondiale. Ça veut dire que vos problèmes, si vous ne parlez pas de vos problèmes à ces gens, si vous ne faites pas connaître vos problèmes en Occident, personne ne s'y intéressera. Il y a plus important que le Cameroun. Il y a par exemple le Nigeria qui est 1000 fois plus important que le Cameroun, 10 000 fois. Vous avez même la RCA qui est devenue stratégiquement et géopolitiquement plus important que le Cameroun. Les Camerounais vous diront, la RCA c'est un pays, petit pays. Oui, vous avez raison. Mais d'un point de vue géopolitique aujourd'hui, la RCA attire plus d'attention que le Cameroun. Vous avez un pays comme la RDC. Vous avez même tout en haut le Tchad voisin. Le Tchad voisin qui s'est impliqué dans la lutte contre Boko Haram au Sahel. Et vous voyez, ce sont des situations comme ça qui font en sorte que vous pouvez crier, nous pouvons faire tout ce qu'on veut. Mais si nous n'arrivons pas à attirer l'attention de la communauté internationale, ce qui se passe au Cameroun, on pourra se battre pendant des centaines d'années. On pourra se battre comme on veut. Monsieur Biya réussira son passage en force s'il veut le faire. On ne peut l'empêcher, un passage en force, que si nous travaillons dans la longue durée. Je dis bien, je répète, si nous travaillons dans la longue durée, la résistance contre le système, et c'est tout à fait normal, c'est-à-dire que qu'il aime ça ou pas, c'est de l'opposition, au fond. On n'a pas besoin de demander son avis pour contester sa gouvernance, parce que c'est ça la démocratie. Donc c'est pas mauvais de dire, on va s'opposer à M. Biya, nous allons marcher contre lui. C'est des actes citoyens que nous posons, et il faut le poser. Regardez par exemple, je prends par exemple le cas de l'action menée en Belgique par la bande à Sandy Boston et Niad Barano et autres. Ils ont non seulement amené la police de Bruxelles à se mobiliser largement, mais les médias belges ont couvert. Ça veut dire que des centaines ou bien des centaines de milliers de Belges ont été au courant qu'il y a une situation au Cameroun. C'est ça, il faut donner l'information. Il faut amener des sociétés, les sociétés civiles occidentales à comprendre que quelque part dans le monde, dans un coin reculé de 442 000 km², il y a des situations qui violent la conscience mondiale, la conscience des droits de l'homme, la conscience morale. Ce qu'ils ont fait est très important. Ce sont des actions qui doivent être posées en Belgique, qui doivent être posées en Hollande, qui doivent être posées en France, en Espagne, dans tous les pays où il y a des repris. Il faut des manifestations. Et c'est très bien. Vous n'avez pas besoin, et ça je m'adresse aux combattants qui vont intervenir. Vous n'avez pas besoin, quand vous entrez, vous pouvez entrer dans l'ambassade, ne cassez rien. Ne regardez rien. Causez, chantez, criez, faites vos vidéos, paralysez simplement l'ambassade. C'est-à-dire que paralyser, ça ne tue pas.
Parce que quand il y a une grève sur une route, par exemple, la route est paralysée sur les commerces. Donc, en fait, quand vous pénétrez dans l'ambassade, considérez qu'à ce moment, c'était comme si vous étiez en train de marcher librement dans une rue de Yaoundé ou de Douala, et que la circulation était arrêtée sur ce couloir-là. Quand la circulation est arrêtée sur un couloir, c'est l'activité économique qui est paralysée sur ce couloir-là. Donc, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Faites autre chose. Il faut discuter maintenant avec ceux que vous trouvez dans les ambassades. Parce que ceux-là ne sont pas forcément nos ennemis, les amis. Vous avez dans ces ambassades des gens qui parfois comprennent très bien le problème que nous posons. Ils comprennent très bien le problème que nous posons, veulent même nous soutenir. Mais ils ont des intérêts, parfois des intérêts particuliers, parfois des intérêts que nous-mêmes, peut-être, nous n'aurons pas eu l'occasion de contester si on était à leur place. Donc il faut parfois se projeter, il faut parfois se projeter également dans le subconscient de ceux qui nous contestent, ceux qu'on croit avoir comme ennemis. Donc causez avec eux, dites-leur pourquoi vous manifestez. Ils peuvent ne pas vous répondre, ils peuvent vous écouter simplement. N'ayez pas le sentiment qu'ils ne vous comprennent pas. Non, ils vont vous comprendre. Posez-leur des questions. Ne dites pas, c'est-à-dire que ne les violentez pas. Ne soyez pas agressif avec eux. C'est-à-dire, ayez une attitude responsable, causez. Parce que ces gens, les amis, ce sont eux qui font sortir les documents par la suite. Ce sont eux qui deviennent nos informateurs. Or, des gens pensent que quand on résiste, on n'a pas d'informations. Non, vous vous trompez. Quand on se bat, on a besoin d'informations. C'est pour ça qu'il y a des agences de renseignement. Vous croyez que les gouvernements investissent sur les satellites, à la NASA, le renseignement et autres. Vous croyez que c'est pourquoi, les amis? Que c'est parce qu'on n'a pas les tanks? Que c'est parce qu'on n'a pas des centaines de milliers de soldats? C'est parce qu'il n'y a pas de bataille sans information. Vous ne pouvez pas vous battre contre quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quand vous ne savez pas ce qu'il va entreprendre, quand vous ne savez pas ce qui se passe dans son camp, rien, les amis. C'est vous à l'échec. Il faut beaucoup de stratégie. Il faut beaucoup de pénétration. Donc, ces gens que vous allez souvent rencontrer dans les ambassades, ce sont des potentiels alliés. Mais ça prend du temps de travailler des gens. Ça prend du temps. Parce qu'il faut... Nous sommes dans une situation qui sera longue. Il faut s'inscrire dans la longue durée pour résister face à un système politique qui a 40 ans. Vous n'avez pas affaire à des enfants, les amis, ou à des bébés de 10 ans. Vous avez affaire à des gens qui ont noué des relations à l'international, des réseaux hyper puissants dans le monde de la diplomatie, dans le monde de la finance, dans le monde des médias, dans le monde de l'enseignement supérieur. Donc, vous avez des gens qui sont installés. Donc, pour faire la bataille contre eux, il faut beaucoup de tactique. Le coup de la Belgique était excellent. Il faudra peut-être le rééditer, mais là, peut-être changer le paradigme, organiser une manifestation spontanée avec plus de personnes, cette fois-là, devant l'ambassade. Ça ne pose pas de problème. Il faut multiplier ce type d'activité, multiplier des actions. Ne vous dites pas, on a fait cette semaine, on va le faire dans 2 semaines. Non. Si vous pouvez faire tous les 4 jours, faites ça. Faites ça pour qu'on parle. Faites ça pour qu'on parle du Cameroun, pour qu'on parle de la crise anglophone, pour qu'on parle des prisonniers politiques, pour qu'on parle des droits de l'homme. Vous devez le faire. Vous devez le faire. Il faut multiplier cela également ailleurs, comme je l'ai dit. Ça, c'est le travail de terrain. Ça, c'est le travail de terrain que vous pouvez faire. Maintenant, il y a un autre travail qui est supérieur. Celui-là, c'est nouer les contacts. Il faut commencer à nouer les contacts. Dans les mairies, vous avez beaucoup d'Africains, de manière générale, ne comprennent pas ou ne connaissent pas le poids qu'ils représentent dans les sociétés occidentales. Vous avez beaucoup de Camerounais qui ont des positions économiques, des positions sociales, voire des positions politiques en France, en Allemagne, en Belgique et autres. Mais il faut prendre contact avec les maires de vos communes, avec les députés de vos communes. Vous leur parlez du Cameroun pour qu'ils puissent relayer votre problème plus haut. Et c'est le moment. Ils ont leurs médias qui sont au Cameroun. C'est-à-dire leurs journalistes sont au Cameroun.
Leurs journalistes sont au Cameroun. Donc quand vous faites des actions, leurs journalistes sont au courant. Et ça peut permettre qu'ils changent l'air du papier. Nous sommes tous journalistes et nous allons parfois sur le terrain avec des consignes de la rédaction, mais on peut changer la nature d'un papier. Donc vous imaginez très bien que si vous faites pression, je prends le cas qui mérite par exemple, le cas belge. Si vous faites pression sur les 2 prochaines semaines et que plusieurs médias belges se saisissent de la question, leurs journalistes pourront faire des reportages au Cameroun sur la situation politique, les amis. C'est important d'avoir une lisibilité plus grande dans une bataille et plus stratégique. Comment amener ces gens à s'intéresser à nous à ce moment crucial? À ce moment crucial. Il ne faut pas se dire on va rester calme. Non. On ne peut pas rester calme. Ce n'est pas parce que le président Kamto ne vous a pas demandé de ne pas vous battre. Il a appelé à soutenir les lions, à bien veiller sur les étrangers. Il n'a pas dit ne vous battez pas pour le changement. Parce que les gens comprennent souvent très mal les consignes. La consigne n'est pas de ne rien faire. La consigne, c'est de supporter les lions. On peut supporter les lions tout en allant manifester devant une ambassade pour dire que Biya maltraite les prisonniers politiques. Il n'y a rien de grave à cela. Mais même là, laissons même Kamto. Et c'est ce que j'essaye de vous dire. J'essaye de vous dire que l'important, ce n'est pas M. Kamto au fond. Parce qu'on ne se bat pas pour M. Kamto fondamentalement. M. Kamto est en réalité celui que nous brandissons pour atteindre nos objectifs personnels qui est celui du changement. Ça veut dire que nous sommes en réalité dans notre propre bataille. Nous voulons un Cameroun meilleur. Nous voulons un Cameroun meilleur. C'est dans ce registre. Et c'est des convictions que vous avez personnellement quand vous êtes chez vous, quand vous êtes sur votre canapé, quand vous êtes sur votre lit. Donc à ce moment, vous devez travailler quotidiennement. La lutte pour le changement est un travail quotidien. Il n'est pas saisonnier. Il n'est pas saisonnier, les amis. Quand vous vous perdez, dites-vous que si vous donnez 1 mois de répit à M. Biya, vous lui avez donné au minimum 2 ans d'avance encore sur vous. Il faut le savoir. Il faut le retenir. Quand vous lui donnez 1 mois de répit, vous lui donnez au moins 2 ans. C'est quelqu'un de très fin, de très intelligent, qui a une très bonne maîtrise du Cameroun et qui a des réseaux très importants à l'international. On ne peut pas avoir en face un tel ennemi et penser que nous allons rester les bras croisés pendant 1 mois à boire des bières, à voir la télé. Parce que lui va engranger, je vais vous dire, au stade Olembe, le stade Olembe, c'est 60 000 places. Vous aurez dimanche au minimum 40 000 personnes à la gloire de M. Biya. Vous savez ce qu'ils ont fait. Au-delà du fait que M. Bidumpat ait acheté il a pris 38 000 billets qui doivent être remis à des gens qui vont crier pour lui au stade. Vous avez la DSP qui a pris d'importantes places au pavillon présidentiel. Vous avez les policiers, les militaires qui sont déjà remplis au stade. Donc, le stade que vous aurez là, l'événement que vous aurez dimanche, c'est un meeting à la gloire de M. Biya. Ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire que tout moment que M. Biya peut mettre en scène pour représenter son pouvoir, sa puissance, son influence, son contrôle sur cette société, il va l'utiliser. Il va utiliser ce moment. Il faut en être sérieusement conscient. Vous aurez l'armée qui va défiler. C'est-à-dire qui va montrer à la communauté internationale, aux Blancs, que vous avez un pouvoir fort à Yaoundé. C'est important. Ce n'est pas important pour vous, mais c'est important pour les Blancs.
Parce que dans un contexte de déstabilisation régionale, ils ont besoin d'un pays fort, ou au moins qui, même si aux frontières ça ne va pas, on a un pouvoir central qui tient. Donc vous aurez ça. Mais en plus de ça, quand il va entrer, Paul Biya, notre président. C'est-à-dire que vous aurez une montée d'adrénaline au stade, à la Mobutu. Les caméras vont filmer, les journalistes vont filmer. Et si on s'amuse, ce n'est que ça qu'ils retiendront. C'est ce moment politique. C'est ce moment politique qu'ils vont retenir. Et quand ils reviendront, vous leur dites, le Cameroun est comme ça et comme ça. Ils vont te dire non. Nous, on a vu l'ouverture de cette CAN. On a vu comment ce peuple, parce qu'il faut toujours voir qu'il y a ce mépris-là. Ils vont vous dire, le peuple camerounais l'aime, le peuple camerounais est derrière son président. Et même, vous aurez même des articles de journalistes même qui n'étaient même pas au Cameroun. Qui n'étaient même pas au Cameroun. Et qui vous diront, le peuple l'aime. Donc, ce à quoi vous aurez affaire à l'ouverture de cette CAN, c'est un meeting à la gloire de M. Biya. Si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous ne connaissez pas qui vous avez en face. Et vous ne connaissez pas ce système. Quand vous aurez dans ce meeting, si vous restez un mois à croiser les bras, on fait comment? Biaboya, c'est une question qui devra être sur la table. Donc, chacun doit se poser cette question. On fait comment? On ne peut pas laisser M. Biya avoir un mois où il va prendre le dessus sur tout le monde, où il va asseoir naturellement son hégémonie. C'est-à-dire que c'est une passe à l'adversaire. Ça, en football, c'est une passe à l'adversaire. C'est une passe à l'adversaire qui est en train d'être faite. C'est pourquoi vous avez le devoir moral de résister. Utilisez tous les moyens démocratiques que vous avez. Utilisez tous les mécanismes politiques que vous pouvez actionner pour vous faire entendre. Faites des sittings devant des ambassades, devant les cabinets de députés, devant des assemblées nationales. Adressez des courriers, allez à l'Union européenne, faites-vous enchaîner, faites tout ce que vous pouvez faire. Mais arrangez-vous pour que la cause du Cameroun soit entendue. Demain, le député Jean-Michel Nithieu a organisé une marche. Il sera encerclé chez lui. Je ne suis même pas certain qu'il sortira, déjà. Ça, il faut en être sûr. Mais, si les gens sortent, l'enjeu, ce n'est pas forcément de marcher, les amis. L'enjeu, à ce moment, ce n'est pas forcément de marcher. C'est très important de le comprendre. L'enjeu, c'est de créer un contexte où la violence policière est symbolique dans l'esprit des gens. Ou, regardez, Douala est mis... Imaginez-vous un seul instant que la marche lancée par le député Nithieu avait amené d'autres organisations politiques, en dehors du MRC qui l'a soutenu, à se rallier à cela. Ça allait créer un effet. Ça aurait été tué dans l'œuf, parce que les gens étaient arrêtés et tout, mais la ville aurait été militarisée. Des policiers, des gendarmes à tous les carrefours et autres. Avec tout ce que cela entraîne, l'embouteillage. Mais le problème, c'est qu'à Douala, vous avez le siège de la Confédération africaine de football. C'est là-bas que Motsepe est descendu. Il est descendu à Douala. Ça, c'est important. Vous avez des journalistes occidentaux qui sont également à Douala. Donc, il se serait dit, nous avons une ville militarisée. Nous avons de la police partout. Ça veut dire que nous sommes dans un état policier. Nous sommes dans un état policier. C'est-à-dire, personne ne s'est fait arrêter. Il y a eu simplement la mobilisation. Des gens ont fait des directs, les gens ont appelé. C'est-à-dire qu'il y a eu simplement une mobilisation virtuelle. Vous déclenchez, parce que le régime, il faut le comprendre, il est instinctif au fond. Il a tellement peur d'un soulèvement, il a tellement peur de renversement, qu'il suffit simplement qu'il y ait une mobilisation même virtuelle pour qu'il militarise tout. Et à ce moment, nous aurions déjà gagné cette première bataille communicationnelle qui aurait été de militariser Douala.
C'est des stratégies, des tactiques élémentaires. Personne n'aurait été arrêté. Le régime même n'aurait pas perdu. Mais on aurait été en démocratie et nous aurons utilisé nos forces pour nous battre. C'est des choses comme ça, c'est des dynamiques comme ça qu'il faut faire. Il faut tout faire pour que les yeux soient braqués. Je ne sais pas ce que nos camarades de la Belgique, de la France, de l'Allemagne, qui font un très bon travail également, de l'Allemagne, entrevoient. Mais vous devez multiplier des actions. Je dis bien multiplier. Au-delà de pénétrer seulement dans l'ambassade, je vous ai dit tout à l'heure, il faut vous mettre devant. Il faut vous enchaîner. Il faut. Il y a tellement de choses qui peuvent... Mais... déjà, commencez à faire autre chose. Commencez à vous constituer des contacts dans les médias. C'est-à-dire, dans chaque pays, vous devez avoir des contacts dans les médias principaux. Des gens que vous connaissez. Ou même les emails des chefs services du département international ou du département politique. À qui, lorsque vous avez une manifestation, vous envoyez. Préparez des communiqués. Au terme d'une manifestation, vous faites un communiqué. Vous rendez public. C'est diffusé partout. Mais les amis, le moment n'est pas au silence. Le moment est à la bataille. Développer, poser des actions. Vous ne travaillez pas pour le changement pour quelqu'un. Vous travaillez pour le changement d'abord pour vous. Parce que vous croyez à un idéal. Parce que vous rêvez d'un type de société. Parce que vous pensez qu'on peut avoir un autre Cameroun. Parce que vous estimez que vos enfants, vos frères, vos cousines, vos petites sœurs ne peuvent plus continuer à vivre dans le Cameroun que nous avons aujourd'hui. Donc cette bataille, c'est pour ça que je suis là depuis des années. Bien avant 2008 et autres. Depuis. Parce que c'est ça. La vie, ce sont des idéaux. Ce sont des rêves. Les hommes passent, mais les idéaux restent. Il y a des aînés qui étaient là. Ils se font pour eux. Nous arrivons, nous continuons avec cet idéal. Avec ce rêve. Ce rêve de voir quelque chose émerger. De voir une nouvelle société. C'est ça. Et nous devons arriver à cela. Les gens viendront, ils se fatigueront, mais ils doivent toujours garder à l'esprit qu'on ne se bat pas contre un système comme le nôtre. Si on n'a pas beaucoup de foi, si on n'a pas beaucoup d'idéal, mais également si on ne sait pas qu'il ne faut jamais lui donner quelques jours de répit. Parce que quand vous lui donnez des occasions, il va vous buter. Et si nous donnons un mois de paix, un mois de répit à M. Biya, c'est un peu comme si on donnait en pleine surface de réparation, vous faites un défenseur fait une balle, une passe à un avant-centre, il va marquer. Et dès qu'il marque, nous encaissons un but. Chers amis, j'en ai terminé. C'est près de 50 minutes de discussion. J'espère que nous nous reverrons en début de semaine prochaine. Bon week-end à tous et bonne soirée. Au revoir.